Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde dédiée à la mobilité internationale et organisée par l'URSSAF Centre-Val de Loire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Julien Floch, directeur régional de l'URSSAF Centre-Val de Loire. Bonsoir Julien. Merci Siam. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition sur la sécurisation des risques juridiques auxquels les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent être exposés. Au premier semestre, on avait parlé de la requalification des statuts et aujourd'hui, le choix a été fait de parler de la mobilité internationale. C'était un petit peu un challenge et un pari puisqu'on sort de périodes successives de confinement et parler de mobilité. Manifestement, ça suscite vraiment l'intérêt quand on voit, votre présence, que ce soit ici, le nombre d'inscriptions et le nombre d'internautes qui sont connectés. Il est important, manifestement, de parler de ces sujets. Ce qui est logique, conquérir des marchés à l'international ou faire appel à de l'expertise en provenance de l'étranger, c'est plutôt le signe pour les entreprises d'être en bonne santé, d'aller conquérir des marchés. En revanche, notre préoccupation, c'est que vous puissiez le faire de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus sécurisée. Et pour le dire autrement, on est très heureux d'en échanger aujourd'hui avec vous, en présentiel ou à distance, plutôt que d'avoir à opérer des redressements dans quelques temps, par méconnaissance, finalement. Donc je remercie d'ores et déjà tous les experts de l'URSSAF Centre-Val de Loire, mais du réseau aussi, de la Caisse nationale de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, qui seront présents pour vous présenter échanger sur ces sujets. Et je vais laisser la parole à Siam Alves dos Santos, qui est pilote régional responsable des contrôles à l'URSSAF Centre-Val de Loire et des affaires juridiques, et puis également à Florent Chabert, responsable de la sécurisation juridique à l'URSSAF. Et je vous souhaite une bonne table ronde. Merci. Merci Julien. Donc, pour mémoire, cette table ronde, elle vise à vous informer en tant qu'employeur ou travailleur indépendant sur vos droits et vos obligations en matière de sécurité sociale dans le cadre de la mobilité internationale des travailleurs. Et donc, pour répondre à toutes vos interrogations et nourrir les échanges de cette soirée, je suis ravie d'accueillir donc Franck Fernandez, alors je ne vais pas le faire dans l'ordre qui s'affiche, mais c'est pas grave. Franck Fernandez, qui est manager contrôle et inspecteur de la lutte contre le travail dissimulé au sein de l'URSSAF Centre-Val de Loire. Bonsoir Franck. Bonsoir. Nous avons également Mathieu Cron, qui est inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF également. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Nous avons donc Arnaud Papin, qui est également inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF. Et nous avons également deux autres invités, membres de la table ronde à distance. Donc Richard Zilewski, qui est chef de projet de la mobilité internationale au sein de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Autant pour moi. Bonsoir Richard, vous nous entendez? Parfaitement, oui. Alors nous, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Pourtant, mon micro est allumé, donc je ne comprends pas. Je vous entends, moi. Super, et là, on vous entend également. Bonsoir, Richard. Merci. Nous avons également Bruno Grégoire, donc en haut à gauche pour les présents, donc, qui est référent national des relations internationales donc au sein du réseau recouvrement et donc rattaché à la Caisse nationale. Bonjour Bruno, vous nous entendez ? Bonsoir à tous. Oui, je vous entends parfaitement. J'espère que vous m'entendez également. Très bien, merci. Donc, pour rappel également, donc cette table ronde est en mode hybride puisque nous avons à la fois, donc comme vous pouvez le voir, des membres de la table ronde qui sont connectés à distance, mais nous avons également donc plusieurs employeurs, travailleurs indépendants, qui sont donc connectés à distance via la chaîne YouTube de l'URSSAF, qui auront la possibilité de poser leurs questions au fil de l'eau via le chat dédié sur la chaîne YouTube. Et puis, donc, nous vous avons également, vous, ici présents. Et donc, vous aurez également la possibilité de poser vos questions qu'on intercalera entre chaque partie d'intervention. Je rappelle également que nous traiterons uniquement les questions d'ordre général et que toute situation individuelle, bien évidemment, ne sera pas traitée dans le cadre de cette table ronde. Voilà, du coup, avant de... ce que je vous propose, non, c'est même pas avant, c'est que je vous propose du coup de laisser la parole à Bruno pour nous donner la définition de la mobilité internationale et de vous présenter succinctement le cadre juridique de la mobilité internationale des travailleurs.
Bruno. Merci beaucoup. Super, merci. Effectivement, donc je me représente Bruno Grégoire, je suis sous-directeur des relations européennes et internationales à l'URSSAF Caisse nationale, donc à Montreuil. Je suis en charge notamment de la mise en œuvre de la gestion de la mobilité internationale des travailleurs en matière de sécurité sociale au sein de la branche recouvrement vis-à-vis du réseau dans le cadre d'une réorganisation administrative, ce qui implique notamment également de la coopération internationale avec différentes institutions de sécurité sociale, en particulier en Europe, au sein de l'Union européenne, mais également à travers le monde. Alors, les objectifs de cette organisation de la gestion de la mobilité internationale consistent en 3 points. D'une part, c'est améliorer le service aux entreprises et aux utilisateurs grâce à une application 100% digitale qui permet, lorsque toutes les conditions sont réunies, l'obtention d'un certificat qui atteste de la législation applicable de sécurité sociale du travailleur. Donc ça, c'est un point très important et on reviendra dessus au cours de la table ronde. Deuxième point, c'est d'améliorer la connaissance de la mobilité internationale et des flux de travailleurs à la demande des pouvoirs publics et de la Commission européenne dans le cadre, bien entendu, de la libre circulation et de la libre entreprise. Enfin, il s'agit de mieux lutter contre la fraude et bien sûr mieux protéger les travailleurs grâce à l'obtention de certificats en temps et en heure notamment. Alors, en quoi consiste la mobilité internationale en matière de sécurité sociale? Il faut savoir que dans le cadre des mouvements de travailleurs, il n'existe pas un système de sécurité sociale européen, mais autant de régimes par pays, puisque chaque État possède son propre système de sécurité sociale. Cela peut donner lieu à des mouvements de travailleurs de la France vers l'étranger et réciproquement de l'étranger vers la France. Alors, un principe à retenir, c'est que tout travailleur est rattaché au système de sécurité sociale de son pays d'emploi. C'est ce qu'on appelle le lex loci laboris. Un autre principe édicté par l'Union européenne, c'est l'unicité de la législation de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un travailleur ne doit relever que d'un seul système de sécurité sociale, en tout cas pour pour les travailleurs relevant de l'Union européenne. Alors, des exceptions au principe, c'est le détachement et la pluriactivité au centre des discussions de ce soir. Le détachement, qu'est-ce que c'est? C'est l'exercice d'une mission limitée dans le temps à l'étranger, évitant aux travailleurs concernés de changer de système de sécurité sociale. La pluriactivité, c'est l'exercice prévisible d'une activité dans plusieurs États membres, sans limitation de durée, avec la nécessité de définir une seule législation de sécurité sociale pour répondre au principe d'unicité de la législation de sécurité sociale. Alors, c'est un peu technique, mais vous aurez l'occasion d'échanger sur ces points. Le cadre juridique en matière de sécurité sociale, quel est-il sur la mobilité internationale? Premier cadre, ce sont les règlements de coordination, règlement européen de coordination 883-2004 et 987-2009. Ils définissent les conditions et les modalités d'analyse des travailleurs en situation de mobilité internationale. Vous avez également les conventions bilatérales de sécurité sociale, puisque le gouvernement français, avec l'aide des organismes de sécurité sociale, a signé une quarantaine de conventions de coordination de sécurité sociale avec des États hors Union européenne et espace économique européen. Enfin, vous avez le maintien à la sécurité sociale française, c'est l'article L761-2 du Code de la sécurité sociale, qui permet à une entreprise souhaitant envoyer un collaborateur dans un autre État non couvert ni par une convention ni par les règlements de coordination en matière de sécurité sociale de rester rattaché à la sécurité sociale française. Alors, pour conclure, l'outil ILAS permet de gérer l'ensemble de ces modalités. Et sur ce, je vous souhaite une excellente table ronde et vous n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous sembleront utiles. Merci à tous. Merci Bruno. Merci Bruno pour cet avant-goût des différentes thématiques que nous allons aborder dans le cadre de cette table ronde. Je vous propose déjà, donc, après la présentation de ce cadre juridique, c'est peut-être de revenir déjà sur les principes principaux de la mobilité, à savoir donc le principe d'unicité et de territorialité qui régissent la mobilité internationale. Et donc, pour ce faire, je vais donner la parole à Arnaud, si vous pouvez nous en dire plus sur ces deux principes, Arnaud. Effectivement, Siam, il est important d'avoir en tête, pour commencer à parler de la mobilité internationale des travailleurs, ces deux grands principes qui sont la territorialité et l'unicité de la législation applicable. Alors, le principe de territorialité, qui vaut pour la France, mais également à l'international, est le principe de base quand il s'agit de déterminer la législation applicable. Ça signifie que lorsqu'une personne travaille sur le territoire d'un État, elle est soumise à la législation de cet État.
Pour les latinistes, et comme le disait Bruno, l'ex loci laboris, c'est la loi du lieu d'activité qui s'applique. C'est pas la résidence du salarié, c'est pas la localisation de l'entreprise qui va déterminer la législation dans le cadre de ce principe de territorialité. Alors en France, en l'occurrence, notre code de la sécurité sociale dispose que toutes les personnes qui exercent une activité sur le territoire français sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale en France. Alors ce code de la sécurité sociale précise toutefois, au même article, sous réserve des traités et accords internationaux et des règlements européens. Parce qu'on le verra, il existe des exceptions à ce principe. Le principe d'unicité, quant à lui, consiste à dire qu'un travailleur ne peut relever que d'un seul régime du régime de sécurité sociale que d'un seul État. C'est un principe qui est très fort dans le cadre des règlements européens, qui ne va pas être automatiquement repris à l'échelle extra-européenne dans les conventions bilatérales, mais en Europe, le règlement 883/2004 nous le précise bien, dès le début de sa partie relative à la détermination de la législation applicable, que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Alors ces deux principes vont avoir pour conséquence qu'un travailleur, qu'il soit salarié ou indépendant, qui par exercer son activité dans un autre État est expatrié, il devrait être affilié au régime de sécurité sociale de cet autre État, et en conséquence, il ne relèvera plus du régime de sécurité sociale auquel il était affilié dans son pays d'origine. Alors pour résumer, vous faites travailler une personne pour votre compte sur le territoire français ou vous-même travaillez sur le territoire français, c'est la législation française qui est censée s'appliquer. De même, si vous envoyez un salarié ou vous partez exercer une activité professionnelle sur un territoire étranger, dans le principe, c'est la législation du pays d'accueil qui doit s'appliquer. Alors en fonction des cas et dans le contexte de libre circulation des travailleurs, les choses vont pas être toujours aussi simples. C'est-à-dire que je vais pas m'inscrire à la Sécu à l'étranger à chaque fois que je franchis une frontière pour mon activité. Si je passe 2 jours au siège de ma société à Londres ou si mon entreprise trouve un chantier d'1 mois chez nos voisins allemands ou italiens, si je suis indépendant ou même salarié et que mon activité m'emmène un jour sur un territoire, le lendemain sur un autre, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce qu'on détermine la législation applicable? Alors pour ça, on l'a déjà dit, il y a un cadre juridique qui définit des règles dérogatoires et qui vient coordonner nos systèmes de sécurité sociale. Alors en Europe, des règlements qui sont conclus depuis 1971, qui ont été modernisés en 2004 avec le 883/2004. Et au niveau extra-européen, on a des conventions bilatérales qui sont conclues par la France avec un certain nombre de pays, une quarantaine comme on l'a déjà dit, et qui vont venir fixer au cas par cas, coordonner, on va dire, ces systèmes de sécurité sociale au cas par cas. Voilà ce qu'on peut dire pour présenter ces grands principes et esquisser la possibilité de ces situations dérogatoires. Merci beaucoup Arnaud. Donc vous venez de nous rappeler les principes qui régissent la mobilité internationale, notamment en Europe. Mais peut-être Mathieu, vous allez pouvoir nous préciser quel est leur champ d'application. Et par champ d'application, on entend champ d'application personnel, matériel, géographique. Absolument. Alors à ce stade de la présentation, je vais opérer une scission entre les espaces, puisque on vous a parlé de règlement communautaire, donc 883/2004 et son pendant 987/2009. On va vous présenter les champs d'application de ces règlements communautaires et après je passerai sur le champ des conventions bilatérales puisque comme leur nom l'indique c'est les conventions bilatérales et vous verrez que chacune est spécifique. Donc on va commencer par les champs d'application des règlements communautaires. On va commencer par le champ d'application territorial de ces règlements. Donc ils s'appliquent ces règlements communautaires aux 27 États membres puisqu'il y a eu le Brexit comme vous le savez. Donc depuis 2020 on n'a plus le Royaume-Uni avec nous. Donc on est 27 États membres. À ces 27 États membres il convient d'ajouter 3 États de l'espace économique européen, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, et puis un autre État qui vient s'ajouter à ces champs d'application, la Suisse. Donc ça nous fait 27 plus 3 plus 1 État qui relève du champ d'application territorial des règlements communautaires. Historiquement, souvenez-vous que les pères fondateurs de l'Europe, on était 6. Donc les premiers règlements communautaires de 1971, parce que l'affaire est ancienne, ces règlements de coordination, ils datent les premiers de 1971. Ils étaient que 6. Et donc l'explosion un petit peu, l'extension de l'Europe, en 2004 en particulier, par l'apport de 10 États membres supplémentaires, on arrive maintenant à 27 États membres. Voilà pour le champ d'application territorial des règlements communautaires. Passons maintenant au champ d'application matériel, c'est-à-dire à savoir à quelle branche de la sécurité sociale, puisqu'encore une fois, cette table ronde, elle est consacrée à du droit de sécurité sociale. On n'abordera pas le droit du travail ni le droit fiscal. Si certains avaient des questions peut-être de fiscalité, on ne pourra pas vous y répondre aujourd'hui. Donc, sur le champ d'application matériel, ces règlements communautaires, ils visent toutes les branches de la sécurité sociale, c'est-à-dire
au sens large, la maladie, la maternité, la vieillesse, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les prestations familiales, le chômage et même la pré-retraite. Je dis ça parce que dans les anciens règlements, la pré-retraite n'était pas visée par ces règlements communautaires. Pour finir avec le champ d'application personnel, ces règlements communautaires, ils s'adressent à tout, alors pour les 27 États membres, à tous les ressortissants des 27 États membres, à tous les ressortissants des États de l'espace économique européen, c'est-à-dire Norvège, Islande, Liechtenstein, à tous les ressortissants suisses, mais également à tous les ressortissants. Quand on parle de ressortissants, c'est-à-dire celui qui détient une des nationalités des 27 États membres, une des nationalités des 3 États de l'UE ou la nationalité suisse. Et on rajoute à cela tous les ressortissants des États tiers aux 27 États membres. C'est-à-dire qu'un travailleur qui a la nationalité marocaine, peu importe, ou turque, il n'est pas dans l'espace économique européen. Pour autant, on pourra lui appliquer le règlement communautaire. Alors, ces ressortissants des États tiers, il faut juste citer une exception, c'est le Danemark qui, historiquement, refuse que soit appliquée cette législation aux ressortissants d'États tiers à l'espace européen. Voilà pour le champ d'application personnel des règlements communautaires. Donc, on vient de décliner champ d'application personnel, territorial, matériel des règlements communautaires. Passons maintenant à l'international. Comme vous le rappelez Arnaud et Bruno, il existe également des conventions bilatérales de sécurité sociale. Actuellement au nombre d'une quarantaine. Ce qui fait que quand on cumule les règlements communautaires et les conventions bilatérales, on voit que la France, en matière de sécurité sociale, coordonne à peu près avec 70 territoires sur 200 pays reconnus à peu près dans le monde, à peu près. C'est fluctuant, mais c'est à peu près ça. Donc, ces conventions bilatérales, je ne pourrais pas vous dresser un tableau précis de ces champs d'application, puisqu'encore une fois, on traite en la matière de gré à gré, et chaque territoire va traiter d'une façon différente. Pour vous donner quelques exemples et illustrer un petit peu les distinctions qui peuvent s'opérer, si je vous cite par exemple la franco-israélienne, elle ne vise que les travailleurs salariés, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquera pas à des travailleurs non salariés. Si je vous parle de la franco-indienne, elle ne vise pas toutes les branches de la sécurité sociale. Certaines branches sont exclues de cette convention bilatérale. La franco-argentine, une des dernières passées avec la France, enfin entre la France et l'Argentine, et vise une situation particulière qui concerne les personnels navigants des compagnies aériennes, qui est fortement inspirée du règlement 883-2004. Tout cela, c'est parce que les négociateurs qui ont participé à la rédaction de cette convention se sont inspirés du texte européen. Voilà, donc sur ces champs d'application des conventions bilatérales, je me limiterai à ce discours en vous citant simplement quelques particularités et en vous invitant ardemment, si dans vos activités professionnelles en tant qu'employeur ou en tant que travailleur au sens large, vous avez à mettre en œuvre les dispositions d'une de ces conventions, reportez-vous utilement au site du CLES et là, espace documentation, vous accéderez à la convention in extenso et vous pourrez décliner aisément les champs d'application personnels, matériels et territoriaux de chacune de ces conventions bilatérales. Voilà pour le champ d'application des règlements. Je précise, on va dire ce qu'est le CLES, on va le préciser tout à l'heure. Oui. Donc, merci messieurs. Donc, avec Arnaud, nous avons vu quels étaient les principes de la mobilité internationale. Mathieu nous a précisé le champ d'application, mais j'ai envie de dire maintenant, rentrons un peu dans le dur et regardons un petit peu les situations qui posent des questions et qui posent des difficultés, à savoir les situations dérogatoires. Donc, pour ce faire, je vais me tourner vers Richard, s'il est toujours avec nous. Richard, est-ce que vous nous entendez ? Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez bien? Je le vois sur... Vous m'entendez? Mais est-ce qu'il nous entend? Allô? Oui. Allô, allô? Ce micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, ça y est. On vous a retrouvé, Richard. Donc, je vous disais, on va essayer de rentrer dans le dur et de voir un petit peu les situations dérogatoires. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont ces situations dérogatoires au principe de mobilité internationale qui ont été rappelées tout à l'heure? Donc, en fait, les situations qu'on rencontre, les collègues ont déjà défriché un peu le terrain là. C'est que on rencontre, Bruno l'a dit en introduction, surtout du détachement et de la pluriactivité et les dérogations, si vous voulez, je vais les développer juste après. Le détachement et la pluriactivité, c'est les deux situations les plus communément rencontrées. Pour le détachement, vous avez deux typologies de populations concernées. Vous avez soit les travailleurs indépendants,
ou les entreprises qui détachent leurs salariés. Ce qu'il faut retenir, c'est que le travailleur indépendant peut lui-même s'auto-détacher. Ça paraît une évidence. Ce qui n'est pas le cas du salarié. Le salarié ne peut être détaché que par son employeur. Donc le travailleur indépendant, pour pouvoir se détacher, il faut qu'il exerce une activité semblable à l'étranger. Quand on dit semblable, un boulanger peut être pâtissier en Belgique, il peut pas être plombier. Enfin, il peut être plombier, mais dans ce cas-là, il peut pas bénéficier du détachement. Et il doit avoir au moins 2 mois d'exercice en France avant de se détacher. La législation souhaite éviter les immatriculations de circonstances, notamment des auto-entrepreneurs qui s'immatriculeraient uniquement pour aller se détacher à l'étranger. Il faut avoir une activité d'au moins 2 mois avant de pouvoir se détacher. Le détachement, ça suppose de partir vers une mission et de revenir. Donc, il faut que la structure de l'entreprise, qu'elle soit individuelle ou pas, reste présente sur le territoire national pendant la durée du détachement. Donc, pour le travailleur indépendant, c'est à peu près les seules conditions, sauf que, bien évidemment, il a vocation à revenir à la fin de sa mission. Tout de suite, on peut aussi dire que là, la durée maximale du détachement en Union européenne, pour les conventions bilatérales, Mathieu l'a dit, chaque convention, Monsieur Cron, il l'a dit, chaque convention a des durées particulières, mais en Union européenne, c'est 24 mois maximum. Et ça nous amènera aux dérogations que tu évoquais à l'instant. Donc, pendant 24 mois, on peut être détaché en Union européenne sans aucun problème si on réunit les conditions que je viens d'évoquer. 24 mois, sachant que, retenez une chose, toute interruption d'une mission de 2 mois remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que si, hormis les congés, bien évidemment, si votre collaborateur revient et qu'il retravaille en France sur un autre chantier pendant au moins 2 mois, eh ben, les compteurs seront mis à zéro. Quand je dis le compteur, retenez également une image, c'est celle du triangle. C'est le triangle entre le salarié, sur lequel on va revenir en détail, le salarié, l'entreprise et le pays. Quand on dit que c'est 24 mois, c'est 24 mois pour un même salarié, une même entreprise et un même pays. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un salarié 23 mois en Belgique pour un chantier et le renvoyer le lendemain, le surlendemain, 22 mois en Espagne. Ça va pas, le compteur, c'est pas le même compteur. Hein. Le compteur, c'est pays, entreprise, salarié. Donc, ça me permet d'arriver sur les salariés. Il n'y a que l'entreprise qui peut envoyer ses collaborateurs en mission, bien évidemment. Donc, c'est à l'entreprise de faire les formalités. Il faut que l'entreprise soit pas une coquille vide dans le pays d'exercice initial. La France, en l'occurrence. Là. On veut éviter, enfin, la législation veut éviter que ce soit des simples boîtes aux lettres. Il faut qu'il y ait une activité substantielle dans le pays. Hein. Et ça, on cherche bien évidemment à le vérifier quand on lutte contre la fraude. Donc, une fois que cette condition est remplie, il faut que votre salarié ait au moins 30 jours d'immatriculation de la Sécu, mais ça, en général, c'est assez facile à prouver. Par contre, on peut embaucher pour détacher. Vous obtenez un marché à l'étranger, vous avez déjà une structure qui fonctionne, vous trouvez des collaborateurs sur le marché du travail qui ont au moins 30 jours à la Sécu, même si c'est au titre de la CMU, vous pouvez les embaucher pour que le lendemain, ils partent sur le chantier. Ça, c'est pas un problème. Vous ne pouvez pas, par contre, envoyer des salariés en détachement pour remplacer un salarié qui serait en fin de course des 24 mois, par exemple. Et sinon, ça voudrait dire que l'activité, elle est de manière permanente sur le détachement. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui est super important à retenir également, c'est le lien de subordination. C'est-à-dire que, et c'est notamment vrai pour les entreprises que vous accueilleriez chez vous avec des travailleurs étrangers détachés par une entreprise. Il faut que le lien de subordination subsiste. Il faut que le salarié qui est détaché reste sous la responsabilité de son employeur. Il ne s'agit pas d'envoyer des salariés à l'étranger qui prennent leurs instructions de l'entreprise étrangère, qui portent les bleus de travail de l'entreprise étrangère, qui puissent être sanctionnés par l'entreprise étrangère. C'est vous l'employeur, ou alors c'est l'entreprise qui vous envoie des salariés qui est l'employeur. Ça, c'est super important. Hein. Parce que tout à l'heure, je suppose que mes collègues en parleront, c'est un risque de requalification d'un faux détachement. Hein. On a parlé un peu des critères de nationalité. Il peut arriver que pour certains pays, notamment la Norvège, mais tu l'as cité, Mathieu, elle n'accepte que des ressortissants de l'Union européenne. Si c'est un ressortissant d'État tiers,
vous ne pouvez pas le détacher en Norvège. Dans ce cas-là, et ça me permet de faire aussi une transition vers le maintien de la sécurité sociale, vous pouvez opter, c'était le code de la Sécu qu'évoquait tout à l'heure Bruno dans son article 761, vous pouvez décider de dire, moi je souhaite que mon collaborateur reste affilié à la Sécu française, je paye mes cotisations en France, il reste soumis à la législation française. Mais dans ce cas-là, le revers de la médaille du maintien à la Sécu française, c'est que vous devez également cotiser en Norvège. Ça peut être le cas également pour les conventions bilatérales, parce que souvent les conventions bilatérales, c'est fort bien expliqué sur le site du CLES. Convention bilatérale, la plupart du temps, c'est nationalité française et celle du pays qui a signé la convention. La convention marocaine, vous êtes ou marocain ou français. Donc si vous envoyez un ressortissant d'un autre État au Maroc, normalement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est opter pour le maintien à la Sécu française. Et ça, vous pouvez le faire pendant 2 fois 3 ans, sauf que vous allez devoir cotiser, si vous choisissez ça, de cotiser en France et au Maroc, dans mon exemple. Donc tout à l'heure, la question initiale qui m'était posée, c'est celle des dérogations. Donc là j'ai un peu brossé le tableau du détachement et de la pluriactivité. Je vais quand même en dire 2 mots, parce que si vous y êtes peut-être moins confronté, mais c'est quelque chose qui à la différence du détachement, n'a pas de durée maximale. La différence entre le détachement et la pluriactivité, c'est que le détachement, c'est une mission bien précise qui peut durer un certain temps, mais après, on revient dans le pays. La pluriactivité, je prends toujours l'exemple, moi, du cabinet d'avocats qui aurait des avocats salariés avec un cabinet à Lille, un à Bruxelles et un à Madrid. Si les avocats salariés exercent leur activité sur les 3 pays, ils sont en pluriactivité. Et ça peut durer ad vitam aeternam. Le chauffeur routier espagnol qui fait le périmètre européen, il est en pluriactivité, il peut l'être toute sa vie. Et dans ce cas-là, à la différence du détachement, c'est la résidence qui compte, c'est l'état de résidence qui instruit la demande. Et si par hasard, le salarié, on va se cantonner au salarié là, fait plus de 25% de son activité dans l'état de résidence, il va dépendre de l'état de résidence. Et ça veut dire qu'il faut mesurer la part d'activité faite dans chacun des États. Là, tout à l'heure, je vous parlais des avocats. Imaginons que ce soit 30 et 40, 30 en France, 30 en Belgique et 40 en Espagne. Il va rester affilié à la Sécu française parce qu'il fait au moins 25% de son activité en France. Alors, ça paraît anecdotique, mais pas que. Parce que si vous faites des détachements de salariés à répétition dans différents pays, vous allez devoir faire X demandes de détachement. Si vous avez de la visibilité, retenez bien ça, si vous avez de la visibilité sur le fait que mes collaborateurs vont travailler dans le périmètre européen pendant les 12 prochains mois, et que je sais en gros dans quel pays ils vont aller, peu importe à la limite dans quelle structure ils vont se déplacer, mais dans quel pays ils vont aller, je peux faire une demande de pluriactivité et là je suis tranquille pour 12 mois, puisque j'ai une décision de l'URSSAF pour les 12 mois qui viennent. Ça n'empêche pas que, donc là vous êtes tranquille, vous avez vos 10-12 pays qui sont en pluriactivité avec votre certificat, ça n'empêche pas que si vous avez besoin d'envoyer votre salarié hors Union européenne pendant ces 12 mois-là, vous pouvez demander un détachement en parallèle. Ça, c'est pas gênant, c'est autorisé. Vous pouvez envoyer le salarié au Brésil pendant 15 jours pour une mission. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que si vous avez mal calibré votre demande initiale, vous avez demandé 10 pays en Union européenne, si par malchance, il doit aller dans un 11e pays en Union européenne, il faut recommencer la démarche. Enfin, là, le risque est limité. Donc, c'est quand même un conseil que je vous donne. Si vous travaillez surtout en Union européenne, passez plutôt sur la pluriactivité que sur le détachement. Les dérogations, c'est quand on dépasse les limites que je viens d'évoquer. Si vous dépassez les 24 mois ou que dans une convention bilatérale, elle prévoit 3 ans et que vous envoyez votre salarié 4 ans, il faut nous demander, on va voir comment tout à l'heure, il faut redemander à l'URSSAF une dérogation. Mais là, c'est pas l'URSSAF qui décide, c'est l'autre État. Il faut qu'on demande à l'autre État s'il est d'accord. Bon, en général, il est d'accord, mais il y a une procédure de dialogue entre les États pour l'accorder. Retenez une chose, la décision de l'autre État est discrétionnaire. C'est-à-dire que s'ils disent non, il n'y a aucune voie de recours. OK ? Écoutez, j'espère pas avoir été trop long, mais
ça me paraissait important de borner les différentes conditions. Je pense pas en avoir oublié. On reviendra après, je pense, sur les processus plus pratico-pratiques. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Peut-être pendant que les gens se décident à poser une question, je rappelle que l'URSSAF applique évidemment le droit à l'erreur. C'est une obligation légale, que nous répondrons à toutes les sollicitations des cotisants et lorsqu'il y a une erreur, nous pouvons transiger en faveur du cotisant car nous sommes pour l'application évidemment de la règle la plus juste. Voilà, donc entre-temps, peut-être quelqu'un avait une question. S'il y en a pas. Oui, madame. Ah si. Madame. Ah bah parfait. Allez-y. Oui, très bien, allez-y. Pour quelqu'un qui est franco-britannique, ayant 2 passeports, qui travaille en France, qui a son entreprise, pour mon cas, je suis chef, j'ai des chambres d'hôtes. Je voudrais fermer mes chambres d'hôtes pendant 2 mois de l'année et éventuellement aller en Grande-Bretagne où on me propose un poste de chef dans un restaurant pendant 6 semaines par an. En tant que salarié, du coup. En tant que salarié. Voilà. Donc, Alors qu'en France, vous êtes travailleur indépendant. Oui. Voilà. Donc, comment ça marcherait pour quelqu'un qui veut travailler deux emplois, mais je ne veux pas fermer ma boîte en France parce que le mois où je travaille, les 6 semaines où je travaille en Angleterre, je vais quand même faire ma déclaration d'URSSAF normale, mais j'aurai un petit salaire de misère là-bas, mais je le fais pour dépanner un copain, peut-être. Vous travaillerez donc pour un employeur britannique. Un employeur qui me déclare en Grande-Bretagne, et comme je suis britannique aussi, comment ça se passe? Alors messieurs, est-ce qu'on est dans le cadre de la mobilité internationale avec ce cas-là? Oui, on est dans une particularité du Royaume-Uni. Bon, comme je le disais dans le champ d'application territoriale, il se trouve que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'espace économique européen et donc ne soit plus appliqué les règlements communautaires. Bon, pour autant, il y a un accord international qui a été passé entre le Royaume-Uni et les États membres et qui remet un petit peu en place les dispositions du règlement communautaire sur la mobilité internationale en matière de sécurité sociale. Bon, ça, c'est une première parenthèse puisque vous me parlez du Royaume-Uni. Alors, peu importe votre nationalité, vous pourriez être marocaine, tunisienne. La problématique, là, si je comprends bien, vous êtes travailleur indépendant actuellement en France au titre de l'exercice de chambre d'hôte que vous exercez en France. En France, et vous désirez aller travailler... Mais dès que je vais là-bas, la Grande-Bretagne me considère britannique. Ok, mais là, pour l'instant, on est dans 2 situations de travail différentes. Vous êtes travailleur indépendant d'une part en France, ce que vous me dites là, et vous décidez d'aller en qualité de salarié au Royaume-Uni. Sauf que vous n'êtes pas dans une situation de détachement ni d'autodétachement, comme le rappelait mon collègue, puisque vous exercez une activité de chambre d'hôte, mais là, vous décidez d'exercer une toute autre activité pour un employeur en tant que salarié. Vous n'êtes pas non plus dans une situation de pluriactivité, parce que vous allez exercer temporairement, sur 3 mois, une activité pas régulière. C'est juste pour dépanner, comme vous dites, dépanner un ami. Bon, donc là, comme vous me le présentez là, moi je dirais qu'on va maintenir puisque vous dites que vous continuez à laisser vos chambres d'hôte ouvertes. Oui. Vous allez faire de l'accueil encore. Donc votre activité va perdurer en France, elle va générer un chiffre d'affaires X et un résultat X qui va faire l'objet de cotisations en France. Oui. Et pour votre activité britannique, en tant que salarié d'un employeur britannique sur le territoire britannique, vous ne serez pas dans une situation de détachement, vous ne serez pas dans une situation d'autodétachement et vous ne serez pas non plus dans une situation de pluriactivité. Voilà. Et donc, c'est votre employeur britannique qui devra, lui, vous déclarer au régime britannique. Voilà. Donc, je paierai mes taxes là-bas. Alors, je ne parle pas de taxes. Nous, on parlera que de cotisation de sécu. Voilà. C'est donc, une forme d'impôt en Angleterre. Je suis couverte en tant que Britannique par la sécurité sociale quand je suis au travail là-bas. Voilà. Et je ne suis pas rayée de la sécurité sociale en France, puisque mon activité, je ne la ferme pas. Voilà, vous continuez à cotiser en France. Vous allez continuer à cotiser en France. Donc, on ne va pas fermer votre activité, c'est ce que vous dites, vous allez la conserver. Donc, on va vous conserver un compte ouvert. Je ne sais pas si vous êtes en région centre, vous êtes, je suppose Amboise. Oui. Amboise, d'accord. Ouais, donc, vous avez un compte dans notre fichier. Ce compte-là, il va survivre. Tout à fait. Il va vivre sa vie. Donc, et il y aura des cotisations qui seront payées. Puis, voilà. Il pourra être identifié chez nous. Et par rapport au dépannage, entre guillemets, que vous voulez effectuer pour un ami, lui, par contre, il doit accomplir ses obligations auprès de l'autorité britannique de sécurité sociale.
Voilà. Mais on ne pourra pas vous classer dans une dérogation comme celle D'accord. qu'évoquait mon... Mais je ne serai pas pris pour faute en France. Bah, si vous continuez à nous... Vous conservez Vous votre... payez. Je continue à payer. Pas de problème. D'accord. Ok. Voilà. On va pas... Super. Alors donc on retient, il y a deux situations parallèles, mais Richard voulait apporter une précision, je crois. Non, en fait, je voulais acquiescer à ce que disait le collègue. Hein. J'aurais dit exactement la même chose que toi. Vous êtes en Angleterre, comme c'est une situation très temporaire, c'est bon. Hein. Merci. On va peut-être prendre une question des internautes pour Ou si on pouvait la remettre. la rediffuser. Bonjour, je suis micro-entrepreneur en profession libérale. Il m'arrive de voyager à l'étranger en Europe pendant 2 ou 3 semaines en travaillant à distance avec mon ordinateur portable. Que dois-je faire ? Ah, c'est le problème. Alors, Richard, je prends la parole, et puis tu opines ou tu opines pas, mais bon. Tu veux que j'intervienne là ? La caisse. Donc, micro-entrepreneur, donc statut de travailleur indépendant en France, si je comprends bien. Et là, il nous parle du fameux télétravail, en quelque sorte. Il voyage avec son ordinateur, puisqu'il peut le faire, pendant 2 ou 3 semaines, en travaillant à distance avec mon ordinateur portable. Alors, il semble que ça soit une situation régulière. Il le met pas dans son message, mais on va considérer qu'il fait ça régulièrement. Donc, il va se trouver dans ce que Richard dénommait pluriactivité, c'est-à-dire que c'est une personne qui exerce ses activités sur au moins... Alors, en Europe, il nous parle... Alors, l'Europe, il y a l'Europe géographique et il y a l'Europe des règlements communautaires. On va considérer que c'est l'Europe des règlements communautaires. Donc, il est dans un des 27 États, dans 2 des 27 ou 3 des 27, mais il ne sort pas de cet espace-là. On va poser ce postulat, parce qu'il ne nous le met pas dans sa question. Et donc, il est en pluriactivité dans l'espace européen. Donc, comme le disait Richard, il anticipe apparemment, il voit que sur une durée de 12 mois, il va être comme ça. Donc là, il va essayer de revendiquer ce qu'on appelle une pluriactivité non salariée. C'est-à-dire qu'il va exercer ses activités non salariées sur 2 territoires. Et là, il semblerait, en fonction de sa résidence, que c'est le centre que notre ami Richard gouverne, entre guillemets gouverne, qui va déterminer la législation applicable. Si sa résidence se trouve en France et que son centre d'intérêt se trouve en France, ils vont lui délivrer éventuellement un document A1 qui va désigner l'institution française de sécurité sociale compétence. Il va relever du régime français de protection sociale. Pour cet exemple-là. Mais alors, j'ai mis beaucoup de conditions parce que la question de parler d'Europe, alors bon, l'Europe, ça va jusqu'à l'Oural, hein, voilà. Très bien. Merci Mathieu, c'était très très complet. Merci pour vos... Merci Richard Opine. Ouais. Hein. Peut-être que Richard a un complément à apporter. Non, Richard semble opiner. Oui. Ouais, mais en fait, vous m'entendez là ? Oui. En fait, ça pose aussi peut-être la question du télétravail, quoi. C'est que t'as fort bien résumé la question, Mathieu. Je pense que c'est toi qui as répondu. Par contre, si on est dans une situation où la personne va à l'étranger, on en a connu pas mal au début de la crise sanitaire, des auto-entrepreneurs ou des travailleurs indépendants qui partaient en Espagne ou au Portugal pour faire du télétravail à l'étranger dans des pays où il y a plus de soleil que chez nous. Et là se pose la question de je suis à l'étranger, je fais du télétravail, mais je travaille pour des clients français. C'est-à-dire que mon activité, je la fais à l'étranger, mais pour des chiffres d'affaires que je génère en France finalement. Et donc là, retenez, je ne veux pas être trop compliqué, je vous rassure, retenez que pour l'instant, la notion de télétravail, pendant la crise sanitaire, on n'en a pas tenu compte. Ça risque de changer début 2023 parce que normalement, dans l'exemple que je viens de prendre, ça serait la règle qu'évoquait tout à l'heure Bruno et le collègue, le lex loci labori, c'est la législation du pays dans lequel j'exerce mon activité qui devrait s'imposer. Donc, dans l'exemple que je prenais, moi, du télétravailleur qui est 5 jours en Espagne, ce serait l'Espagne qui serait compétente, même s'il travaille pour des clients français. Jusqu'à présent, on n'en tient pas compte. Il y a des discussions. Bruno nous a quittés parce qu'il a notre réunion. Il travaille avec l'Union européenne et la Commission européenne sur le sujet. Il n'est pas impossible que en 2023, on change les règles. Parce que, si, par exemple, je prends un exemple, si vous avez des résidents, peut-être pas le cas pour des entreprises qui sont dans le centre, mais des entreprises qui sont dans des régions limitrophes, si vous avez des salariés qui résident en Allemagne et que dans votre accord collectif de télétravail,
vous leur donnez 2 jours de télétravail chez eux. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'ils font plus de 25% de leur activité dans leur pays de résidence. Si on ne change pas les règles communautaires, vous devriez cotiser pour eux en Allemagne. Je ne veux pas m'apesantir sur le sujet. Restez bien en éveil sur les évolutions réglementaires européennes. Je ne doute pas que mes collègues de centre et la branche en général communiqueront sur le sujet. Et cette question du télétravail, elle va vraiment être très prégnante dans les prochains mois. Je ne veux pas être plus long sur le sujet. J'en profite pour préciser que si des évolutions législatives interviennent, vous avez évidemment une information qui est toujours publiée sur ursaf.fr, notre site institutionnel, et également sur le BOP, le bulletin officiel de la sécurité sociale. Vous avez une grande richesse d'informations réglementaires. Donc voici pour ce premier temps de table ronde qui se termine. Et donc vous aurez compris que la mobilité internationale ne se fait pas toujours sans formalité. Donc des formalités, Franck nous en parlera tout à l'heure, mais pour effectuer ces formalités, vous aurez aussi compris qu'un certain nombre d'acteurs institutionnels interviennent. On a parlé du CLES tout à l'heure, donc Mathieu, peut-être pouvez-vous nous préciser quels sont tous les acteurs institutionnels de la mobilité internationale? Alors, je ne sais pas si je les ai tous recensés, j'en ai identifié au moins 4 importants. Le premier que je citerai, bon, il n'y a pas forcément de chronologie dans ma présentation, mais je vais parler du CNFE qui est devenu l'URSSAF, Service Firmes étrangères, qui concerne là les entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et qui emploient des salariés sur le territoire français et qui doivent accomplir leurs obligations déclaratives au regard du droit de la sécurité sociale. Et pour ce faire, donc, on a créé un centre unique en France depuis 2004 qui s'appelait historiquement le Centre national des firmes étrangères et qui est devenu URSSAF, Service Firmes étrangères, et qui permet donc à ces employeurs qui ne sont pas dotés d'un établissement en France d'accomplir leurs obligations sociales auprès de cet organisme unique. Ça, c'est le premier. Alors, il est compétent pour pratiquement tous les salariés, sauf les artistes occasionnels du spectacle, sauf les professionnels taurins qui s'adressent à l'URSSAF Languedoc-Roussillon, et sauf les entreprises monégasques qui s'adressent, elles, à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un deuxième organisme que vous connaissez sûrement en tant qu'entrepreneur si vous donnez dans l'expatriation, c'est la Caisse des Français de l'étranger, qui est un organisme de sécurité sociale, de droit privé, qui se charge éventuellement de ces expatriés. Et donc, il propose 3 offres de services. C'est une offre d'assurance santé, une offre d'assurance retraite et une offre d'assurance risque professionnel. L'avantage de cette Caisse des Français de l'étranger, c'est qu'en termes de vieillesse, ils assurent la continuité des droits avec le système français. Pour autant, lorsque vous, en tant qu'entreprise, enfin, je ne connais pas vos qualités dans la salle, mais si vous êtes entrepreneur et que vous décidez d'en passer par la Caisse des Français de l'étranger et que vous envoyez votre travailleur sur un territoire qui n'a pas passé convention avec la France, c'est souvent ça qu'on utilise à CFE, ou qui ne se trouve pas dans l'espace européen, cette adhésion à CFE n'équivaudra pas à l'accomplissement de vos obligations au regard du droit de sécurité sociale. Ce qui veut dire que l'autorité du pays d'accueil où vous avez expatrié votre travailleur pourra exiger le paiement des cotisations en vertu du principe de territorialité. Ça, c'est le deuxième organisme que j'identifiais. Le troisième, on l'a déjà plus ou moins évoqué, c'est le CLES, Centre de liaison européenne internationale de sécurité sociale, qui existe depuis 1959. Et donc, lui, il apporte son expertise au gouvernement français dans la négociation des conventions qu'on a évoquées, de l'élaboration des règlements communautaires. Il sert d'intermédiaire entre les différentes institutions par rapport à la coordination des prestations, parce que nous, on vous parle aujourd'hui que de la législation applicable en matière pour déterminer le recouvrement des cotisations. Mais dans ces règlements communautaires, il y a une grosse partie qui est consacrée aux prestations, mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Et donc, le CLES intervient pour ça aussi. Il peut intervenir pour assurer des besoins de traduction, donc il fait appel à des traducteurs dans une 40aine de langues environ. Et il produit un rapport statistique sur l'ensemble des flux migratoires, justement, dans le cadre de la mobilité internationale. Et jusqu'à récemment, il était chargé aussi d'instruire les détachements dérogatoires, enfin toutes les situations dérogatoires que Richard a évoquées tout à l'heure. Et depuis peu, c'est le Centre national de gestion, donc le 4e organisme que j'ai identifié sur le champ de la mobilité internationale, qui va assurer cette mission. À ce stade, je vais donc passer la parole à notre ami Richard. Ouais, donc, en fait, le Centre national de gestion, c'est 3 URSSAF derrière, c'est Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France et Corse, mais on est surtout accessible
à travers la boîte mail mobilité-international@ursaf.fr, mais surtout à travers un outil qu'on a mis en place qui est hébergé sur ursaf.fr. Toutes les entreprises, qu'elles soient individuelles ou pas, ont accès à ursaf.fr et vous avez tous un compte en ligne sur ursaf.fr sur lequel vous faites vos formalités. La déclaration sociale nominative, les paiements, les demandes de remise, les demandes de délai, attestation, j'en passe et des meilleurs. Et vous avez un menu travailler à l'étranger. Donc, sur ce menu travailler à l'étranger, que vous soyez travailleur indépendant ou employeur, vous allez pouvoir faire votre demande de mobilité. Retenez bien une chose, le système, il est paramétré SIRET par SIRET, puisque, en fait, on nous a confié la mission pour fiabiliser les demandes dans la mesure où nous, on est capable, contrairement à nos collègues des caisses primaires, mais c'est pas leur faire un reproche, ils ne peuvent pas le faire, nous, on a tous les éléments pour nous assurer que le salarié ou le travailleur indépendant est bien connu de nos bases, soit dans la DSN, soit dans les déclarations du travailleur indépendant. Ça veut dire que si vous faites une déclaration et vous déclarez un salarié sur un mauvais SIRET, on ne va pas le trouver. Alors, on ne va pas rejeter votre demande, mais ça va être plus long à instruire. Par contre, si vous travaillez avec le bon SIRET, on va vous poser quelques questions sur le NIR du salarié, le pays où il va aller. Et comme l'a dit Bruno tout à l'heure, l'outil, il est calibré pour tous les pays, toutes les durées. On accepte tout. Alors, et dans 80 à 90% des cas, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'on reçoit quand même plus de 30 000 demandes par mois. Hein. Après la crise sanitaire, c'est reparti en flèche. On en traite 80 à 90% pour lesquels l'employeur reçoit le certificat A1 dans la minute qui suit sa saisie. Je ne suis pas de Marseille, c'est dans la minute qui suit la saisie. Et le certificat A1, il est en plus estampillé avec un QR code qui permet à n'importe qui d'aller vérifier juste avec le QR code qu'il s'agit bien d'un original. Donc, toutes les demandes que vous formulez, vous les faites sur ursaf.fr, travail à l'étranger. Vous pouvez habiliter des collaborateurs uniquement à ce menu-là. On peut aussi habiliter des tiers déclarants. On a des cabinets d'avocats, des cabinets comptables qu'on habilite, comme ils le font pour la DSN ou des déclarations, pour X clients. Et pour rassurer l'auditoire, je le répète, on peut habiliter des collaborateurs uniquement pour travailler à l'étranger. Si on ne souhaite pas qu'ils puissent voir le montant de la DSN ou les messages reçus dans d'autres circonstances, ils n'ont accès qu'à ça. Et donc, lorsque vous faites votre déclaration, vous pouvez la faire pour un salarié, vous pouvez la faire pour une équipe de salariés. C'est ce qu'on appelle la demande groupée. La demande groupée, ça veut dire j'ai quelques salariés, 5, 10, 100, qui vont partir sur un même chantier pour la même durée. De ce fait, vous ne saisirez les informations qu'une seule fois pour la cinquantaine ou la centaine de salariés. Si le salarié revient de sa mission plus tôt que prévu, il y a un menu retour anticipé. S'il part pas, il y a annulation. Enfin, si vous allez sur ursaf.fr, il y a un guide en ligne qui est fort bien fait. D'ailleurs, les collègues pourront le remettre dans le fil de discussion du petit film. Mais enfin, c'est très, très, très ergonomique et très convivial. Il faut vraiment passer par cet outil et éviter de nous envoyer du papier parce que là, le temps d'instruction, il est bien sûr beaucoup plus. Je ne pense pas devoir en dire beaucoup plus sur les facilités qu'on offre en la matière. Quand c'est une dérogation qui dépasse les 24 mois, on va vous demander quelques compléments d'information, notamment le contrat de travail, et ça va prendre un peu plus de temps. Mais dans les 80-90% des cas, c'est dans la minute ou les 2 minutes qui suivent que vous avez le certificat. Et c'est ouvert H24. Si vous avez des salariés à envoyer le samedi après-midi, alors que vous ne le saviez pas le samedi matin, vous vous connectez, vous avez le certificat directement. Voilà. Très bien, merci, c'était très complet. Donc on en sait un petit peu plus donc, sur l'instruction de la DLA, comme on dit, la détermination de la législation applicable. Et donc maintenant, peut-être, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pourriez illustrer donc, les cas de mise en œuvre concrète de la mobilité internationale avec quelques exemples? Oui. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Richard, Arnaud, Mathieu?
Peut-être Arnaud, allez, on va décider que c'est Arnaud. Alors moi, je peux vous présenter rapidement un cas de pluriactivité que j'ai rencontré récemment ici en contrôlant une société en Touraine, alors une société de droit français, dont le dirigeant était résident allemand, de nationalité néerlandaise, mais comme on a pu déjà le voir, la nationalité va avoir aucun impact pour déterminer la législation, hein. Donc je m'aperçois pendant ma vérification que ce monsieur est également dirigeant d'une société en Allemagne. Je vois que les revenus qui sont versés en France par la structure française sont à ce qui lui sont versés, on va dire, en France, sont déclarés en France. Alors, je m'interroge naturellement de savoir s'il existe des revenus en Allemagne et puis, le cas échéant, ce qui peut en être fait. Mon interlocutrice, à ce moment-là, va me préciser qu'il y a bien des revenus versés en Allemagne par la structure allemande, mais qu'ils sont déclarés en Allemagne. Tout de suite, on se rend bien compte que le principe d'unicité, dont on a dit tout à l'heure qu'il était prépondérant en Europe, n'est pas respecté, même pas connu par la société, en fait. Alors, je leur ai demandé de me fournir un formulaire A1 qui a été délivré par l'autorité allemande, compte tenu de la résidence de la personne. Ce formulaire m'a justifié que la personne devait relever du régime de sécurité sociale allemand. Alors, j'ai été vérifier les conditions de fait, compte tenu de la résidence du salarié, du fait qu'il exerce une partie substantielle de son activité, plus de 25%, dont on a déjà parlé aussi, il devait relever du régime allemand, mais pour l'ensemble de ses revenus. J'ai donc procédé au remboursement des cotisations versées en France à tort, et j'ai expliqué à la société que l'ensemble des revenus des deux pays devaient être déclarés en Allemagne. Alors, c'est un cas assez simple, hein, mais on voit bien dans l'esprit des gens que cette unicité de la législation n'est pas toujours facile à assimiler, quoi. La législation est complexe. En tout cas, c'est une belle illustration du fait que l'URSSAF, parfois, rend des cotisations aussi. Elle ne fait pas que les prélevés. Peut-être une autre illustration. Richard, Mathieu, allez. On ne peut pas toujours gagner. Alors, c'est pareil, en matière de dirigeant, on a souvent cette problématique de pluriactivité. Enfin, vous êtes peut-être même dans la situation, hein. Donc là, c'est pareil, j'ai un dirigeant d'entreprise de nationalité belge, peu importe sa nationalité, qui réside en Belgique, qui est dirigeant d'une société de droit français que je contrôle. Bon, au travers de mes constats, je trouve une rémunération versée, un véhicule fourni, enfin bref, tout un tas d'éléments de rémunération qui m'amènent à dire que ce salarié perçoit une rémunération, exerce une activité en France, et donc aucune déclaration n'est faite en France. Donc j'interroge l'entreprise, je m'interroge, puisqu'il a une rémunération sans cotisation, c'est une des premières interrogations qu'on a en contrôle. Et donc la société me produit un document A1, le fameux document portable qu'on vous cite, qui est un document qui est utilisé pour l'espace européen. Donc ce document portable fait apparaître que ce dirigeant est non salarié sur le territoire belge et non salarié en France. Bon. Alors, compte tenu de la réglementation en vigueur, l'autorité belge qui a émis le document fait valoir que c'est la législation belge qui s'applique. Sauf que moi, au regard de mes constats, ce travailleur, pour moi, au regard de la législation française, il est salarié, parce qu'il est DG en vertu du Code de la Sécu, on ne va pas rentrer dans les détails, il a la qualité de salarié. Et en vertu des règlements communautaires, lorsqu'on est pluriactif, parce qu'on a parlé de pluriactivité, mais il y a en gros 3 types de pluriactivité. Il y a la pluriactivité salariée, pour un ou plusieurs employeurs, sur 2 ou plusieurs territoires. La pluriactivité salariée-non salariée, vous êtes salarié sur un territoire et non salarié sur un autre territoire, c'était mon cas. Et la pluriactivité non salariée-non salariée, comme la question qu'on avait tout à l'heure, un auto-entrepreneur qui se déplace un peu partout, il est non salarié sur tous les territoires. Donc là, pour ma situation particulière de pluriactivité salariée-non salariée, il se trouve que dans le règlement communautaire, pour déterminer la législation applicable, Richard le sait mieux que moi, c'est l'activité salariée qui est prépondérante. Ce qui veut dire que comme l'activité, dans son cas salarié, se trouvait sur le territoire français, c'est la législation française qui aurait dû s'appliquer. Sauf que j'avais un document portable qui avait été émis par notre homologue belge. Donc dans ce cas-là, il faut savoir quand même que ce document portable, c'est pas qu'un bout de papier. Il a une jurisprudence européenne qui consacre sa portée et ses effets. Des jurisprudences, plusieurs jurisprudences. Depuis les années 2000, elles ont été consacrées jusqu'à encore récemment, la dernière jurisprudence Bouygues qui vient de paraître. Et en gros, toutes les conclusions de la jurisprudence sont les suivantes, hein, c'est que ce document il crée une présomption de régularité du travailleur détaché, s'impose à l'institution de l'État membre, c'est-à-dire moi en l'occurrence, l'institution française, et cette présomption s'impose tant que le formulaire n'a pas été supprimé ou déclaré invalide de l'État membre. Et il s'impose aux autorités du pays
et une des dernières qui est prépondérante aussi, c'est qu'elle nous dit, ces jurisprudences, que ce document lie les institutions et les juridictions tant qu'il n'est pas retiré. Bon, pour autant, il y a une parade entre guillemets. En droit européen, il y a ce qu'on appelle des décisions qui sont prises par la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Et il y a ce qu'on appelle la décision A1 qui met en place une procédure de dialogue et de conciliation entre États membres et qui permet éventuellement, lorsqu'on constate que les faits ne correspondent pas à ce qu'il y a sur le document, et là c'était le cas, puisque mon homologue belge, en toute loyauté, il avait émis le document par rapport aux déclarations que lui avait formulées le travailleur. Mais moi, je constatais autre chose, donc je lui ai demandé gentiment qu'il revoie en quelque sorte sa copie en restant tout à fait courtois et loyal avec lui, en envoyant tout un tas d'éléments, ceux que je vous ai évoqués. Et donc, au final, mon homologue belge a retiré son document et a renversé la tendance en indiquant que c'était bien la législation française qui devait s'appliquer pour l'ensemble des activités. Et donc, en vertu du fameux principe d'unicité, mais là, à l'inverse, cette fois, j'ai dû réclamer les cotisations françaises sur les salaires du DG français, et également les cotisations indépendantes du travailleur indépendant belge, selon les règles françaises. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire aussi, l'unicité. Ça veut dire qu'on applique une seule législation, mais pour toutes les activités. Voilà, pour donner un exemple, je vais laisser la parole à Richard. Donc, je crois savoir que c'était une première, d'ailleurs, dans l'histoire administrative. Donc, c'est un cas qui commence à se mettre en place, la coordination avec... Dans le temps de réaction. Il était très réactif, puisqu'en une semaine, on avait obtenu le retrait, ce qui est assez rare. Moi, ma petite expérience me veut d'avoir fait au moins 3 ou 4 fois cette procédure, de l'avoir engagée. Quelquefois, c'est un peu plus long. Mais il faut savoir que les Belges, ils sont très au point sur la réglementation européenne. Pour avoir travaillé avec eux plusieurs fois, ils connaissent, enfin, au moins à mon niveau, ils connaissent au moins aussi bien que moi, sinon mieux, cette réglementation. Merci Mathieu. Peut-être une dernière illustration avec Richard, s'il nous entend, du coup. Je pense pas. D'accord. Bon, mais écoutez, du coup, on va peut-être clore ce deuxième temps de la table ronde par un deuxième temps de questions-réponses. Alors, on avait commencé tout à l'heure avec le public. Je me tourne pour voir si on a des questions des internautes. Pour commencer, oui. Alors, je vous la livre, la question. Donc, mes clients sont basés en France. Est-ce que cela pose des problèmes réglementaires? Est-ce que cela pose des problèmes de sécurité sociale? Quid en cas d'accident physique dans ces pays? Je pense que c'est une entreprise qui doit intervenir de l'étranger vers la France, du coup. C'était la suite de la précédente question, c'était le même internaute. C'était quoi la précédente question, Pierre? Quelque chose qui se déplaçait. Ah voilà, c'était notre micro-entrepreneur, voilà, qui nous dit, voilà, mes clients sont en France, quid s'il y a un problème d'accident du travail lorsque... Mais alors, si je comprends bien, les auto-entrepreneurs, ses clients, donc il fait une facturation à ses clients. Donc il fait ses clients en France ou ailleurs, là, il lui facture ses prestations de service. Enfin, j'ai peut-être pas compris tous les éléments de sa question. Je suis en profession, donc il est micro-entrepreneur. Ah, c'est disparu. Donc, il est des clients en France, pourquoi pas? Il y a un principe de libre prestation de services en Europe, depuis le traité de Rome. Donc, on peut prester dans tout l'espace européen sans problème. Y a-t-il une différence si je voyage hors d'Europe? Ah, bon, alors. Donc, voilà, je le dis pour ceux qui ne voient pas la question, du coup. Le même auto-entrepreneur nous interroge aussi sur les voyages en dehors de l'espace économique européen. Alors là, par contre, lui, en tant qu'auto-entrepreneur, si c'est donc un travailleur indépendant, il nous propose de se déplacer en dehors de l'Europe. Donc là, s'il va sur un des territoires visés par une convention bilatérale, il va éventuellement pouvoir demander à notre ami Richard du CNG, au travers de l'outil qu'il a présenté, la délivrance éventuellement d'un document portable relatif à une convention bilatérale, si tant est qu'elle existe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a qu'une quarantaine. Si d'aventure il se déplace sur un territoire qui n'a pas passé convention avec, je ne sais pas citer ni l'Ukraine ni la Russie, parce qu'en ce moment, c'est pas trop le moment d'en parler, mais il n'y a pas de convention avec ces territoires-là. Alors, en Chine, par exemple, on n'a pas de convention bilatérale avec la Chine. Bon, il décide d'aller exercer ses activités en Chine, il devra se conformer au régime de sécurité sociale chinois, sans dérogation possible, en vertu du principe de territorialité. Alors, s'il veut conserver une couverture particulière, il pourra se l'offrir au travers du CFE ou au travers d'une assurance privée, mais ça ne le dédouanera pas de ses obligations sociales
au regard du principe de territorialité chinois, pour rebondir sur mon exemple. Je précise que ce sont des voyages pour le loisir. Elles n'ont pas de but professionnel. Pas là. Alors là, donc on n'est plus dans le cadre de la réglementation de sécurité sociale. On est dans le cadre n'est pas interdit de séjour sur le territoire où il veut aller, pourquoi pas. Hein. Non, après, on peut peut-être préciser. Alors non, c'est peut-être par rapport à un accident. Là, il veut peut-être nous parler de la carte européenne de sécurité sociale. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est ça dont il veut nous parler. On est sur le volet maladie. Maladie, il faudra s'adresser à sa caisse primaire ou à son assureur. Elle ne vaut que dans l'espace européen. C'est-à-dire que ça permet éventuellement d'éviter de faire l'avance de ça. Vous est peut-être déjà arrivé dans vos déplacements de loisirs, pour vous, pour vos enfants ou pour vos proches. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Hein. Au Portugal, ça m'arrive en Espagne. Un petit souci avec le gamin ou avec soi-même, on consulte. Bon, l'avantage de cette carte, c'est éventuellement de vous éviter de faire l'avance totale des frais. On vous en fait payer une partie, on ne comprend pas toujours les modes de remboursement, mais vous présentez votre carte et ça vous permet de vous dédouaner d'une partie des frais. Mais ça vaut que pour l'Europe. Si on va en dehors de l'Europe, là, va falloir raquer, si je peux dire, entre guillemets, il va falloir payer un petit peu. Voilà. Puis au retour, on verra ce qu'on fait. Ou alors, on s'est doté d'une assurance privée de déplacement professionnel ou privé. Voilà, je sais pas si merci Mathieu, merci. On se tourne maintenant vers vous. Donc dans la salle, peut-être vous avez des questions. Voilà, je vais vous tendre le micro. Attendez. On n'a pas abordé il me semble qu'on n'a pas abordé le sujet inverse, c'est-à-dire un travailleur français quelqu'un qui est résident français mais qui travaille pour une entreprise étrangère. Oui. Je prends un exemple au hasard. Je suis en télétravail, je travaille pour une entreprise canadienne, mais je réside en France. Comment ça se passe en fait? Est-ce que l'entreprise canadienne doit payer des cotisations en France? Est-ce qu'elle me verse un salaire brut? C'est moi qui paye les cotisations? Enfin voilà, quels sont les... Alors oui, vous avez presque répondu à la question. Alors, l'ex-Loki Laboris, bon, si je comprends bien votre situation, c'est peut-être la vraie situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous travaillez, vous exercez, vous avez la possibilité d'exercer en télétravail, c'est ce que je comprends. Donc vous exercez sur le territoire français. Pour un employeur canadien, puisque vous me citez un employeur canadien, par exemple, peu importe. Donc là, l'ex-Loki Laboris, c'est la législation française qui doit s'appliquer, puisque vous êtes en activité que sur le territoire français, hein, on est d'accord? Donc là, il y a éventuellement la possibilité pour votre employeur canadien, qui n'a pas d'établissement en France, d'en passer par le CNFE, le service des firmes étrangères, puisqu'il n'a pas de représentation sur le territoire français. La législation qui s'applique à votre situation, c'est la législation française. Donc, pour accomplir ces formalités, il va s'adresser au CNFE qui se trouve à Strasbourg. Moi, je peux vous citer l'exemple le fils d'un ami. Lui, il est employeur suisse. Bon, en ce moment, il fait du télétravail en France, comme vous. Et ce que disait Richard, c'est qu'il y a des dérogations qui sont liées au Covid. On a permis aux gens de rester en télétravail. Et tous ces travailleurs un petit peu frontaliers, pourtant, vous voyez, on est en Centre-Val de Loire, lui, il travaille en Suisse. Mais il y a des moyens de transport qui permettent de faire la navette. Hein. Et donc, actuellement, il est toujours au régime suisse. Mais à terme, comme disait Richard, si on ne lève pas les dérogations, il devrait cotiser au régime français, son employeur suisse, compte tenu du fait qu'il est en télétravail plus de 25% de son temps en France. Et donc, son employeur étant suisse, il devrait, compte tenu des règlements communautaires, on ne va pas expliciter dans le détail, mais la règle voudrait qu'il applique la législation française. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question précisément. Si, et donc ça veut dire que l'employeur étranger ne cotise pas dans son pays non, parce que la situation que vous me décrivez, c'est une activité unique sur le territoire français. Un employeur qui est au Canada, le Canadien, il va se conformer à la règle française et il va en passer par ce SFE parce que la France a décidé de désigner un organisme unique pour accomplir ses obligations. Voilà. Merci. Dans votre question, néanmoins, au départ, vous aviez un petit point que vous avez évoqué. Qui doit payer les cotisations? Si c'est vous ou l'employeur, etc. Vous êtes le seul représentant de l'entreprise sur le territoire français. Donc, c'est soit vous qui payez, mais qui vous faites rembourser les cotisations par l'employeur, ou l'employeur qui paye directement. Les deux cas de situation peuvent se présenter également. Alors, sachant que c'est l'employeur qui est responsable. Tout à fait. Mais vous pouvez être l'intermédiaire en étant le seul représentant de l'entreprise sur le territoire français. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, moi je suis en profession libérale et voilà, on m'a proposé, une compagnie notamment hollandaise, m'a proposé de travailler pour eux, mais sous mon statut libéral. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? On facture des prestations et on continue à payer en France ou comment?
Vos conditions d'activité, madame, vous allez continuer, je ne sais pas quelle profession vous exercez, ça ne me regarde pas, mais vous allez continuer à exercer en France. Dans un premier temps, allez, mais après, non. Et après, je changerai de pays, je quitterai même l'Europe. Je voudrais télétravailler à distance, hors Europe, pour cette compagnie éventuelle. Alors, si vous êtes hors Europe et que vous êtes toujours, je ne sais pas dans quel pays, en Thaïlande, disons, que vous restez stationné là, et vous ne sortez pas de la Thaïlande, je prends l'exemple comme ça, c'est le régime thaïlandais qui va s'appliquer sur les revenus que vous allez tirer de votre activité, avec la qualification que la Thaïlande va faire de votre activité. D'accord. Parce qu'on n'a pas dit ça, mais la qualification qu'on fait du salariat ou du non-salariat, elle appartient à chaque territoire. Nous, on a nos règles en France, par exemple pour les dirigeants, je vous ai cité mon exemple. La Belgique, c'est l'inverse. Par exemple, tous les dirigeants, c'est des non-salariés. Nous, chez nous, en matière de sécu, il y en a certains qui sont salariés, d'autres qui ne sont pas salariés. Donc vous, là actuellement, vous êtes profession libérale, parce qu'en droit français, on vous considère comme profession libérale et indépendante. Vous voulez évoluer vers d'autres activités pour un prestataire hollandais. Oui. Et vous décidez, vous, parce que physiquement, pour X raisons, vous ne voulez plus résider en France, vous allez vous déporter sur un autre territoire. Si vous restez stationné là, principe de territorialité, vous serez rattaché au régime de protection sociale du territoire où vous avez décidé de stationner. Et comment ça se passe si on le fait que 3 mois par an à l'étranger et que le reste du temps on le fait sur le territoire français? Alors, tout dépend des territoires que vous allez choisir. La pluriactivité, par exemple, si vous exercez vos activités en simultanéité, là, sur 2 ou 3 territoires de l'espace que j'ai défini, les 27 plus 3 plus 1, éventuellement, vous vous trouverez peut-être en situation de pluriactivité. Oui, au sens du règlement 883/2004. Donc là, on va analyser le temps d'activité que vous exercez sur tel et tel territoire. On va regarder votre adresse, votre résidence au sens du droit social, parce que c'est pas la même, enfin ça se rapproche de la résidence au sens fiscal, mais dans le règlement communautaire, puisqu'on a dit qu'il y avait des règlements communautaires, il y en a 2, ça marche un peu comme la loi et le décret, il y a le 883/2004 et le 987/2009. Donc en gros, c'est la loi, le 883/2004 et le 987/2009, c'est le décret. Et dans ce 987/2009, on a plein de dispositions qui nous permettent de définir la résidence. Et donc en fonction de tous ces critères, nos collègues, là, vous allez faire votre demande de pluriactivité, imaginons, puisque vous imaginez que vous allez travailler simultanément sur 2 ou plusieurs territoires du même espace. Et dans ce cas-là, on va aboutir à soit la législation de votre résidence qui sera en Hollande, par exemple, ou en France, parce que vous aurez conservé votre résidence. Là, je vous invite à... Vous prenez le règlement, article 13 du règlement 883/2004, et puis vous lirez la disposition qui s'appliquera à votre situation. Très bien, merci. Donc on retiendra qu'il faut se connecter du coup au site du CNG dont on a parlé. Il faut s'en référer aux textes, comme en toute matière de droit, à un moment donné, on se réfère à des textes. Donc nos collègues, ils mettent en œuvre des textes 883/2004, 987/2009. On ne le dira jamais assez, les conditions réelles d'activité déterminent le statut social des personnes. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Du coup, on vous propose de passer à la dernière partie. Donc, pour aborder les principaux risques encourus en cas de non-respect des obligations qui vous ont été présentées. Et donc, je vais laisser la parole à Franck qui va revenir sur les sanctions qui peuvent être appliquées en matière de droit de la sécurité sociale en cas de non-respect des obligations énoncées. Alors en effet, comme mes collègues ont pu l'évoquer précédemment, il y a des principes et des règles à respecter. Quand il y a des principes et des règles, quand elles ne sont pas respectées, derrière, il y a des sanctions possibles qui peuvent être appliquées. Alors je vais juste vous faire en préambule un petit rappel de quelques règles du droit du travail, très sommaire, parce qu'il y a des confusions parfois qui existent par rapport aux différents documents que vous pouvez avoir entre les mains. On va partir d'un postulat, c'est une entreprise française qui veut faire venir des travailleurs étrangers, que ce soit des salariés ou des travailleurs indépendants. Le principe va demeurer le même. Donc, pour un salarié, par exemple, qui va venir d'un pays étranger, son employeur, pour que ce salarié puisse venir être détaché sur le territoire français, va faire une déclaration préalable de détachement auprès des services de l'inspection du travail, de la dette. Et ce document, c'est une déclaration préalable, donc à faire avant que la personne vienne travailler sur le territoire français, et qui sera à destination de l'inspection du travail, mais également une copie devra vous être donnée, vous qui faites intervenir cette personne. Il y a souvent une confusion entre cette déclaration préalable de détachement et le formulaire A1 pour les ressortissants européens. Donc les utilisateurs français de cette personne qui vient travailler pour elle, ils se disent « j'ai ma déclaration préalable de détachement, tout est en règle auprès de l'inspection du travail, ça a été fait, c'est bon ».
mais le formulaire A1 est souvent oublié dans ce contexte-là. Donc ça, c'est à garder un petit peu quelque part en mémoire dans votre tête. Il faut le formulaire A1 en parallèle de cette déclaration. Donc, cette déclaration préalable de détachement, dessus, vous avez donc toutes les coordonnées du salarié, mais vous avez également la mission pour laquelle il vient, la durée, et vous avez également le nom de son représentant sur le territoire français, le représentant de l'entreprise qui l'envoie, qui va servir de liaison aussi bien pour l'inspection du travail, mais pour vous également. Il doit y avoir normalement pour cette entreprise quelqu'un qui servira de correspondant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un document déclaratif. Ça ne présume pas du tout de la régularité de la situation de la personne qui vient travailler sur le territoire. C'est du déclaratif. Il n'y a pas de vérification faite par l'inspection du travail. Dans un premier temps, c'est simplement la tenue d'un fichier comme quoi la personne est bien détachée. Les autres règles à respecter au niveau du droit du travail, bien sûr, c'est toutes les règles qui s'appliquent, comme mes collègues ont pu vous le répéter à plusieurs reprises. Le principe de territorialité, c'est-à-dire que les salariés qui viennent travailler sur le territoire français, ils viennent travailler, mais les règles de droit français doivent s'appliquer. Que ce soit le respect du SMIC, des horaires, du travail du dimanche, des enfants, etc. Et toutes ces règles-là, françaises du droit du travail, vont s'appliquer aux travailleurs qui vont venir travailler sur le territoire français. Donc en résumé, vous faites intervenir dans votre entreprise un travailleur étranger, vous avez votre déclaration préalable de détachement entre les mains, vous avez le formulaire A1 pour un Européen, mais ça ne vous empêche pas d'être vigilant. C'est ce qu'on appelle l'obligation de vigilance que vous devez respecter. Donc cette obligation de vigilance, pour pouvoir la justifier auprès des différents services de contrôle, donc principalement services de contrôle de l'URSSAF, ça va être une liste de documents que vous devez vous assurer d'avoir avant de faire travailler cette personne. Donc c'est des documents que vous devez avoir à la conclusion du contrat. Et si la mission de la personne qui vient travailler pour vous sur le territoire français va travailler sur une durée supérieure à 6 mois, tous les 6 mois, vous devez redemander les mêmes documents auprès de l'employeur ou du travailleur indépendant. Donc, vous avez plusieurs documents. Alors, le premier, ça va être un document qui va mentionner le numéro individuel d'identification de l'entreprise, que ce soit l'employeur ou que ce soit le travailleur indépendant. Donc, c'est le numéro de TVA intracommunautaire, si vous voulez, que vous pouvez avoir vu sur des factures de personnes que vous avez fait intervenir. Ça va être ça, comme numéro. Vous devez avoir aussi un document qui atteste de la régularité de la situation sociale de l'entreprise ou du travailleur indépendant. C'est-à-dire qu'il est bien déclaré dans son pays auprès du régime de sécurité sociale. Et si la législation du pays de domiciliation de cette entreprise le prévoit, vous devez avoir un document émanant de l'organisme gérant la protection sociale, comme quoi elle est à jour de ses cotisations et qu'elle existe bien. Donc si vous voulez, en France, on va vous demander, dans des relations comme ça contractuelles entre sous-traitants, donneurs d'ordre, ce qu'on appelle l'attestation de vigilance. C'est un document qui est émis par l'URSSAF quand vous êtes du régime général. Vous faites une demande sur ursaf.fr par exemple, où on va vous attribuer, vous éditez ce document, vous l'adressez, où dessus il figure donc que vous êtes bien inscrit auprès de l'URSSAF et que vous êtes déclarant de tant de masse salariale sur telle période pour tant de salariés. Ça va attester que vous êtes en règle auprès de l'organisme de protection sociale. Alors, le co-contractant avec lequel vous allez travailler peut aussi avoir dans son pays d'origine, au niveau de son immatriculation, être inscrit auprès d'un registre professionnel. Chez nous, par exemple, les entreprises doivent être inscrites auprès du registre du commerce et des sociétés. Donc là, c'est l'équivalent de ça dans le pays étranger dans lequel la société est inscrite. Donc pour récapituler, là, au niveau de ces différents documents, vous devez avoir, comme je vous disais tout à l'heure, l'attestation de vigilance. Vous devez avoir là le document qui dit que la personne est inscrite auprès du registre du commerce, donc par exemple un extrait CABIS chez nous, mais un peu l'équivalent de cet extrait CABIS. Vous devez avoir éventuellement aussi un devis ou un document qui va porter le numéro intracommunautaire, le numéro donc d'identification. Et puis à ces documents donc, vont s'ajouter, comme je vous le disais tout à l'heure, la déclaration préalable de détachement et éventuellement le formulaire A1 si la personne est concernée par rapport au fait que la société est basée dans l'Europe. Et l'Europe, comme disait Mathieu, c'est pas l'Europe géographique. Donc là, dans ce contexte-là, on va dire, vous avez tous les documents, vous pensez être sûr et certain de ne pas avoir de problème derrière, et pas forcément. Parce que nous, derrière, ce qu'on va être amené à vérifier, c'est plusieurs situations. Alors nous, quand je dis nous, c'est service contrôle, mais ça va être éventuellement aussi les services contrôle d'autres organismes, la police, la gendarmerie, l'inspection du travail, etc. Donc il peut y avoir plusieurs conclusions à des contrôles derrière,
avec des sanctions qui vont être appliquées soit contre l'employeur ou le travailleur indépendant étranger, mais avec des conséquences pour vous ou directement des sanctions pour vous. Alors, on va partir du principe, par rapport à l'employeur, il peut être poursuivi pour du travail illégal et pour du travail dissimulé. Le travail illégal, c'est-à-dire que, à la distinction du travail dissimulé, dans cette situation-là, c'est que la personne qui vient travailler sur le territoire français, donc le salarié par exemple, il est là, il travaille, il vient d'un pays étranger hors communauté européenne, et son employeur, comme c'est le seul représentant, comme vous disiez tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui vous fait travailler du Canada, mais là, il envoie un salarié canadien sur le territoire français, et ce salarié-là, c'est le seul salarié qui est en France. Donc, il va se déclarer auprès du CNFE. Il va payer des cotisations, ça va être réglé, etc. Tout va être bon au niveau des cotisations payées auprès du CNFE. Sauf que le salarié n'a pas eu d'autorisation de travailler sur le territoire français délivrée par l'inspection du travail. Donc ça, c'est encore un autre cas bien spécifique. Donc il n'a pas le droit de travailler sur le territoire français, mais vous l'avez son employeur l'a déclaré, il a payé des cotisations, et donc il n'est pas dissimulé au regard de la sécurité sociale, mais il est en situation de travail illégal. Donc dans ces cas-là, il peut y avoir un procès-verbal de travail illégal qui va être établi par, on va dire, l'inspection du travail, à titre d'exemple. Et derrière, ce que ça va engendrer, son employeur va être poursuivi pour ça. Ensuite, il y a la notion de travail dissimulé. Donc la notion de travail dissimulé, c'est-à-dire que là, la personne ne va pas être déclarée du tout sur le territoire français. On peut prendre par exemple une entreprise d'intérim qui va envoyer des salariés sur le territoire français. Mais comme tout à l'heure, c'était Richard qui parlait d'une activité substantielle dans le pays. Et par exemple, la société d'intérim ne déclare pas son activité dans son pays, ou alors va la déclarer, mais pas avec une activité réelle dans son pays. Toute l'activité sera dirigée vers l'étranger. Donc dans ces cas-là, il y aura une requalification, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, et l'entreprise sera poursuivie pour travail dissimulé parce que les salariés qu'elle a envoyés en France doivent être déclarés en France. Toujours le principe de territorialité. Et donc, dans ces cas-là, c'est du travail dissimulé. Donc là, on a vu les deux points qui concernent travail illégal, travail dissimulé. Donc vous n'êtes pas impacté directement en tant qu'utilisateur de ces salariés ou de ces travailleurs indépendants. Derrière, le troisième cas de figure, c'est vous concernant vous, directement au niveau des sanctions que vous pouvez avoir. Quand il y a des salariés qui sont de la communauté européenne ou des travailleurs indépendants qui viennent travailler pour vous, vous avez un contrôle, que ce soit de n'importe quel autre corps de contrôle, mais ça revient derrière à l'URSSAF, parce qu'il y a des échanges qui se font entre les différents partenaires, où l'URSSAF fait le contrôle, et il n'y a pas de formulaire A1. Tout est en règle, mais vous n'avez pas le formulaire A1. Donc dans ces cas-là, ce qui peut être appliqué, c'est une sanction à votre encontre, qui équivaut à un plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié qui travaille pour vous, salarié étranger, détaché et qui travaille pour vous, au moment du contrôle. Donc si vous avez un salarié, le plafond, je crois que c'est 3 428 € au titre de l'année 2022, donc vous allez avoir une pénalité qui sera appliquée par l'URSSAF de 3 428 € pour ce salarié. Si vous en avez 10, c'est 3 428 x 10. Donc ça peut aller très vite, parce que vous n'avez pas le formulaire A1 à présenter au moment du contrôle. Ça, c'est ce que vous pouvez subir en direct. Après, je vous ai parlé de situation de travail illégal et de travail dissimulé qui est fait contre l'employeur du salarié étranger. Et je vous ai parlé au tout départ qu'il fallait que vous soyez vigilant. Donc cette obligation de vigilance, si vous ne l'avez pas respectée, s'il vient à vous manquer des documents, si vous n'êtes pas assuré que les salariés sont bien déclarés dans leur pays, si vous n'êtes pas assuré que la société est en règle aussi dans son pays. Dans ces cas-là, on va dire que vous avez été défaillant au niveau de votre obligation de vigilance. Donc cette défaillance, ça veut dire que derrière, au niveau de l'URSSAF, si l'entreprise que vous faites intervenir étrangère chez vous, cette entreprise est poursuivie pour travail illégal ou travail dissimulé, on va lui réclamer des cotisations. On va la poursuivre au niveau de l'URSSAF et on va lui demander de les payer. Mais si cette société ne paye pas ses cotisations, c'est vous qui serez poursuivi dans le cadre de la solidarité financière pour payer les cotisations de cette entreprise qui a été défaillante parce que vous n'avez pas été vigilant. Donc c'est là où vraiment la vigilance pour vous de vous enquérir de toute la situation de la société et d'avoir tous les justificatifs comme quoi la société que vous faites travailler est bien en règle au niveau de son pays. Derrière, c'est important parce que cette sanction financière qui peut vous tomber, vous n'avez pas commis le délit de travail illégal, vous n'avez pas commis le délit de travail dissimulé, mais on va vous réclamer les cotisations
des salariés comme si ça avait été vous l'employeur. Et dernière sanction qui peut être appliquée par rapport à ça, c'est comme vous avez été défaillant dans votre obligation de vigilance, c'est le législateur a prévu une sanction encore plus dure, c'est que toutes vos cotisations pour lesquelles vous avez bénéficié d'exonération de charges ou bien de toute aide de l'État que vous avez pu avoir vont être annulées sur la période pendant laquelle les personnes sont intervenues chez vous. Donc vous avez double peine. Donc c'est pour ça que cette notion de vigilance, il y a bien une chose à retenir à la fin de tout ce qui a été dit. Tous ces documents que vous devez demander, que vous devez avoir en votre possession quand vous faites intervenir une entreprise étrangère, ça a son importance. Il faut vous les conserver et tous les 6 mois les redemander. Voilà. Merci. Donc, vigilance, comme l'a dit Franck. Vigilance. Du coup, on propose peut-être quelques dernières questions sur cette partie relative aux sanctions et aux risques encourus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, monsieur ? J'ai cru, en exploitant un peu la question, que le formulaire A1 n'était pas préalable au détachement. C'est-à-dire qu'on pouvait faire la formalité de détachement sur le CISPRI ou je sais pas quoi. Alors ça, c'est le... C'est CISPI. Alors CISPI, voilà. Ça, c'est les fichiers justement de l'inspection du travail qui sont recensés, les déclarations préalables de Absolument. Mais le A1 n'était pas obligatoire en même temps, on pouvait détacher... Alors, voilà, c'est 2 formalités différentes. Tout à fait. Pour ça, j'aimerais avoir une petite précision par rapport à cet aspect chronologique, parce que obligation de vigilance, et notamment, je vous précise ma question, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en tension au niveau de la main-d'œuvre, notamment tout ce qui est métier du bâtiment, qui peuvent amener des chefs d'entreprise qui ont des chantiers, des contrats, qui peuvent se développer, mais qui malheureusement, ne pouvant pas les assurer, ne peuvent pas développer leur boîte. Donc, ces gens-là cherchent des solutions et sont parfois contactés par des gens qui leur disent « je vais te trouver la solution, je vais aller te chercher en Serbie des gens qui vont venir bosser chez toi et tu vas voir, tout sera fait légalement. » Bref, voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Dans mon activité, puisque moi, j'accompagne des entreprises à l'international et je les mets en relation avec des partenaires commerciaux qui peuvent leur apporter des prestations qui leur conviennent, et notamment, ça peut être des boîtes d'intérim pour ce genre de problème. J'entends le faire dans les règles de l'art. C'est pour ça, quand on me dit « va chercher en Macédoine des gens », j'y vais pas, parce qu'ils sont hors Union européenne. Donc, mais je sais que ça se pratique. Et quand je cherche à voir quel est le niveau d'information des chefs d'entreprise, c'est là où c'est intéressant. Il y a peut-être un boulot à faire à votre niveau. Je m'aperçois que la plupart sont totalement ignorants de la question. Donc, naturellement, j'ai tendance à me tourner vers leurs conseils, leur confesseur, l'expert comptable, qui n'y connaît rien du tout. Donc, en fait, par rapport... C'est pour ça qu'on fait cette... Non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai passé personnellement, parce que moi, trouver les boîtes d'intérim, j'ai des réseaux dans 60 pays, donc on peut le faire. Ça, c'est pas le plus compliqué. S'assurer qu'elles savent travailler, c'est notre boulot. Mais après, par rapport à ces notions d'obligation de vigilance, moi, déjà, pour récupérer tout ça, je vais vous dire, j'ai passé 2 jours sur Internet. Je trouvais un excellent rapport de la Cour des comptes, qui date un peu malheureusement, et puis en butinant comme ça, quelques sites de l'URSSAF, Bretagne, Nord, où il y a un peu de littérature sur la question. À partir de là, amusez-vous à tout rassembler, et surtout la question que vous vous posez, c'est est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut ? Tous les éléments. Voilà. Et donc, il y a un vrai problème d'information, et je pense qu'il y a des gens en toute bonne foi qui vont se faire rattraper par la patrouille, malheureusement, parce que vous parliez d'intérim. Ils sont obligés d'avoir une assurance pour le cas où ils ne paieraient pas leurs salariés. Ça c'est encore un autre principe. Oui, mais ils doivent être assurés auprès de leur pays. Et la question que j'avais envie de vous poser, moi, c'est par rapport à cette obligation de vigilance. Est-ce qu'il y a une checklist D82-22-7, oui, dans le code du travail. Claire et nette des différents documents qu'il faut qu'ils réunissent. Quoi, code du travail, D82-22-7, normalement. On va peut-être le prononcer plus lentement pour que tout le monde ait le temps de noter. Que c'est celui-là, de mémoire. Hein. Mathieu connaît le code du travail. Mais moi de faire mon crétin de service. Non, pas du tout. Loin de là. Est-ce que c'est qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Non, mais
Parce que vous partiez des déclarations préalables, vous avez parlé des Voilà. en portable. Mais voilà, mais bien sûr, parce que moi, mes clients vont négocier un contrat avec une boîte d'intérim. Ils y vont, si je les laisse comme ça, ils y vont naïvement. Ils vont signer un contrat, mais ils vont complètement oublier de demander tous les prérequis pour dire j'ai engagé moi toutes les vigilances, j'ai fait mon boulot. Donc, a priori, vous ne devez pas venir me chercher tout dans la tête. Alors, au niveau des déclarations préalables de détachement, le texte qui régit justement la checklist, c'est le L1262-2-1 du Code du travail. Donc ça, voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que je parle de traduction pour les neuneux. C'est pour ça que là, tout à l'heure, on a essayé, moi j'ai essayé un petit peu de vulgariser la catégorie des documents, vous disant, par exemple, si on reprend le texte, il est écrit « L'employeur mentionné au 1 du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés au L 8271-1-2. » Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut qu'il y ait un représentant de l'entreprise qui soit désigné pour être en relation avec l'administration du travail. Bien sûr. Voilà, ça c'est de la vulgarisation que j'ai fait par rapport au texte. En effet, le texte brut, ça vous envoie de telle rubrique à telle rubrique, à tel texte, à telle référence. Anglophone, ils ont les textes. Et puis après, ils ont des textes de loi donc complètement incompréhensibles comme en France. Et après, ils mettent avez-vous pensé à déclarer Est-ce que vous avez pensé à contacter les impôts? Avez-vous contacté la Sécu? Et un checklist, parfois 30 ou 40 choses, mais ça n'enduit pas la personne en erreur. Il ne fait pas d'erreur par bêtise, bonne volonté, mais il ne sait pas. Par méconnaissance. Ça va vous économiser, vous, un temps énorme parce que vous n'aurez pas à redresser des situations. Donc, vous allez pouvoir voir d'autres personnes à la place de passer des heures sur des gens qui n'ont rien compris, donc ils ont tout fait mal. Et serait-il possible de mettre les choses en français simple? Avez-vous pensé? Checklist 1, checklist 2, pensez à la Sécu. Le link, le lien pour la Sécu, c'est ça. Mais un travail c'est à mettre à jour tout le temps. On va vous embaucher à la Sécu. Mais le problème, c'est que... Oui, mais disons que moi, cas simple. Mais alors, c'est pas toujours simple d'expliquer tout ce droit international. Pour revenir sur vos interrogations. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez cité 3 territoires complètement en dehors des champs d'application. Oui, mais il n'y a pas de communication. Complètement en dehors des champs d'application des règlements. Ce qui veut dire que ces travailleurs qui viennent de ces territoires-là, qui vont travailler en France, c'est territorialité. Ça veut dire qu'ils doivent être déclarés en fait. Non, mais... Voilà, non, mais... Dans l'ignorance de nos chefs d'entreprise, ils disent si je vais chercher un gars au Kosovo, je vais le payer au prix du SMIC kosovar. Alors que c'est faux. Alors que normalement, la règle du droit du travail, parce qu'il y a des règles de droit du travail. C'est ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, les règles du travail. On part de loin. Oui, on part de très loin, là, oui. On part du Kosovo. Cela dit, merci. Cette question rejoint une question d'un internaute qui se questionnait. Pourquoi est-il toléré que des travailleurs venant de pays de l'Est soient non pas payés au SMIC français? Point d'interrogation. Donc, c'est illégal. Voilà. Il travaille en France, il doit être payé, même s'il est déclaré dans son pays, et même si les circonstances de fait font qu'il doit être déclaré habituellement dans son pays, etc., et pas en France, mais il vient travailler en France, il doit être payé au SMIC français. La liste, on va vous l'envoyer, la liste, on va vous l'envoyer. Mais là, la déclaration préalable de détachement, donc sur le fichier, sur la base CIPSI, comme vous le citiez tout à l'heure, c'est préalable, ça, de toute façon, avant que la personne vienne travailler sur le territoire. C'est déclaratif, etc., je ne vais pas revenir dessus. Le formulaire 1, il faut aussi l'avoir avant de venir travailler sur le territoire. Si le salarié, parce que c'est le salarié qui va être détenteur du formulaire, s'il ne l'a pas, il n'a pas le droit, normalement, de venir travailler. Alors, ce que vous avez cru lire, monsieur... Oui. Vous parliez d'en avoir une copie. Non, je parlais de la déclaration préalable de détachement. Là, c'est une liste. Dans les obligations de vigilance, Je vous rends dans le micro. le donneur d'ordre, j'allais dire, n'est pas obligé d'avoir la copie du A1 de tous les salariés qui bossent sur ces chantiers, par exemple. L'obligation de vigilance. D'accord. Ça, l'obligation de vigilance, ça va être qu'il s'assure que l'entreprise qu'il fait travailler est déclarée légalement dans son pays et déclare ses salariés dans son pays. Voilà. Ça va être ça. Ça, c'est pour la vigilance.
Le formulaire A1, c'est pour vous assurer, vous, que le salarié que vous faites travailler chez vous, il a une protection sociale, une couverture sociale dans son pays. Après, le formulaire 1, comme disait Mathieu, on peut le remettre en question, on peut demander son retrait. Donc c'est encore une autre analyse. Parce que comme il citait tout à l'heure, si c'est vous qui encadrez cette personne, et non pas son employeur, c'est vous qui devenez l'employeur, et on va demander le retrait parce que les conditions ne sont plus respectées. Mais juste pour rebondir sur cette obligation de vigilance, malgré tout, quand vous lirez les dispositions que je vous ai évoquées rapidement, là, vous verrez qu'il recite le règlement 883-2004 à un niveau de ces obligations. D'accord. Ça veut dire que le donneur d'ordre, à un moment donné, ou le représentant de la société étrangère, qu'il a évoqué, doit s'assurer de la régularité des déclarations, justement par la production des 1. Il doit s'assurer que les travailleurs, pour autant qu'ils viennent d'un territoire européen. Soient porteurs du document portable A1 émis par l'institution de sécurité sociale du pays d'envoi. Absolument. Mais il y a plein de... Ce que vous disiez, vous avez parlé d'effets rétroactifs à un moment donné, j'ai cru entendre ça dans vos propos. Vous avez lu dans la prose que vous avez dépouillé là. Effectivement, ça, pour le document A1, il peut avoir un effet rétroactif. Ça résulte d'une jurisprudence des années 2000, qui est toujours applicable. C'est-à-dire qu'il peut être délivré avec un effet rétroactif. Il peut être parce que à un moment donné, moi, je sais que j'ai une épouse qui voyage de temps en temps en Italie. Elle n'a pas toujours son document portable. S'il y a l'homologue italien qui l'attend à l'aéroport, elle ne l'aura pas. Bon, d'accord. Je lui dis pas à chaque fois, prends ton DP1. Elle prend sa carte d'identité, son passeport. Puis après, un peu de billets, puis voilà. Donc là, vous risquez que la pénalité de 3 428 €. Voilà. Si vous ne l'avez pas. Bon, après, ça peut s'arranger si on voit que vous êtes un... Vous pouvez avoir droit à l'erreur si vous avez accompli toutes les autres formalités. Bon, voilà. Non, mais moi, je suis attaché à respecter, parce que le plombier polonais, s'il vient travailler aux conditions d'un plombier français, bien sûr. Il y en a encore des plombiers en Pologne. Il y a un autre point aussi sur lequel je voulais vous poser la question. Dans les obligations de vigilance, le chef d'entreprise a aussi l'obligation, le français, de veiller à ce que les conditions d'hébergement du travailleur ne soient pas indignes. Pas indignes. Ça, c'est du ressort de la directe. C'est le droit du travail, tout ça. Ça arrive que... Moi, j'ai travaillé pendant des années à Paris, j'étais dans le 10e, je voyais des fourgonnettes immatriculées dans les pays de l'Est, et il y avait de la vie dans ces fourgonnettes à partir de 8 h du soir. C'est leur logement, quoi. Donc, je pense que c'était de l'habitat indigne. Mais on le trouve facilement dans nos campagnes, dans des mobil-homes où ils sont 12 à dormir dedans. Voilà. Ça, c'est des infractions. Je me permets d'intervenir, on sort un peu du sujet. Oui. Donc, en tout cas, vous avez apporté les réponses qui ont permis d'éclairer, j'espère, votre lanterne. Sur la lisibilité de la législation, je rappelle qu'on a des sites institutionnels qui sont toujours perfectibles, j'en conviens, ursaf.fr, le BOSS, sur lequel vous pouvez trouver, et aussi le CLES aussi. Allez sur le site du CLES, par contre. Si vous ne l'avez pas fait, qui va vous apporter un certain nombre d'informations. Vous parlez bien notre langue, donc allez-y. Et en plus, ils peuvent vous traduire simultanément. Allez-y. Le ministère du Travail a un site sur lequel c'est traduit, je ne sais pas en combien de langues, y compris en roumain. Oui. Alors, juste pour finir avec ces documents A1, ils sont émis dans la langue du pays d'origine, mais ils sont tous formatés de la même façon. Alors, moi, je ne lis pas tellement le cyrillique, mais j'ai eu l'occasion d'avoir un document grec récemment. On peut facilement lire ce qu'il y a dessus en prenant le modèle français. Ils sont normés. Voilà. Et ils sont rédigés dans la langue du pays, contrairement au droit du travail où tout doit être rédigé en langue française. C'est juste pour rebondir sur la présentation. Et pour conclure ce temps de questions-réponses, je précise aussi qu'en cas de doute, vous pouvez évidemment saisir votre URSSAF d'une question juridique et on se fera un plaisir de vous répondre en vous donnant toutes les précisions législatives et réglementaires qui s'appliquent. Yam, mot de la fin peut-être ? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose donc de conclure. Nous remercions l'ensemble des participants, donc aussi bien les intervenants que vous ici et les internautes connectés. On espère que vous avez apprécié cette table ronde. Et donc, pour ceux qui sont là, je vous propose de poursuivre, si vous le souhaitez, les échanges autour d'un petit moment de convivialité. Et on espère vous retrouver nombreux pour une prochaine édition l'année prochaine, très certainement. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.